Un millionnaire rentra chez lui et entendit sa fille hurler. Ce qu'il découvrit à l'intérieur le brisa. Le manoir était si silencieux qu'on pouvait entendre les rideaux frémir sous la brise des conduits d'aération. Cette demeure de 14 chambres, haute de 3 étages, baignait dans une lumière dorée, enveloppée de silence. Elle se dressait comme un palais, impeccable, parfaite, intouchable. Mais quelque part au 2e étage, derrière les murs de velours et les appliques de cristal, une petite fille criait, et personne ne venait à son secours. Ni le chef cuisinier, ni le jardinier, ni le précepteur privé, ni même l'assistant qui se promenait habituellement avec une tablette à la main. Car ce jour-là, ils étaient tous absents, envoyés ailleurs par Clara, la gouvernante en charge de l'organisation quotidienne. Elle avait prétendu que la famille souhaitait vider la maison pour un entretien et un nettoyage en profondeur. Tout le monde s'était plié à ses ordres. Après tout, Clara était l'employée la plus ancienne de la maison. Elle possédait les clés principales, connaissait les routines et avait l'autorité. Personne ne la questionnait. Mais elle ne cherchait pas le silence pour nettoyer. Elle voulait le contrôle. À l'étage, dans la chambre décorée comme celle d'une princesse, Zuri, 6 ans, était assise au bord de son lit, sur son couvre-lit de velours, serrant contre elle son lapin en peluche préféré. Des larmes coulaient sur ses joues. Clara, vêtue de sa blouse blanche impeccable et de sa robe bleu marine de domestique, se tenait à quelques centimètres de son visage, hurlant, « Petite ingrate gâtée. Tu ne me réponds pas, compris ?» Zuri secouait la tête, sanglotant. « Je voulais juste appeler papa », murmura-t-elle. « Tu ne parles que si on t'adresse la parole », siffla Clara, pointant un doigt accusateur vers sa petite poitrine. « Ça fait plus longtemps que je m'occupe de cette maison que tu n'es en vie, petite. Tu crois que tes yeux tristes me font peur ?» Les petites jambes de Zuri pendaient du lit, ses talons ne touchant pas le tapis. Elle serrait son lapin plus fort. La voix de Clara baissa, devenant plus grave, plus tranchante. « Tu penses que parce qu'il t'a adopté, tu peux te comporter comme une petite reine ? Tu n'es qu'un projet de charité pour lui. Tu n'as rien à faire ici. J'ai vu des filles comme toi aller et venir. » Les sanglots de Zuri s'amplifièrent, sa gorge était à vif, ses cris résonnaient dans le couloir, mais personne n'était là pour les entendre. Ou plutôt, personne n'était là tout court. Ce que Clara ignorait, ce que personne ne savait, c'est que M. Jamal Anlay, le propriétaire de cette maison, était rentré 6 heures plus tôt que prévu. Son vol avait atterri en avance, et son chauffeur l'avait déposé à la grille sans prévenir le personnel. Il voulait faire une surprise à Zuri avec un jouet qu'il avait acheté dans une petite boutique en Italie, un cadeau cousu à la main, semblable au lapin qu'elle emportait partout. Il souriait en franchissant l'entrée principale, sa mallette encore à la main. Mais il s'arrêta net. Il entendit un son. Un cri. Pas un caprice ni une colère, mais un hurlement perçant, chargé de peur. Son cœur se serra. Il lâcha le sac contenant le cadeau sur le carrelage de marbre et s'élança, ses pas résonnant sur l'escalier en colimaçon. 2e étage, couloir de gauche. La porte de Zuri était entr'ouverte. Et là, il vit Zuri, en larmes sur son lit, les genoux ramenés contre sa poitrine, le visage strié de pleurs. Clara, agenouillée devant elle, le visage déformé par la colère, pointant un doigt accusateur, crachant des mots comme si l'enfant était une moins que rien. Jamal s'arrêta dans l'embrasure de la porte, le souffle coupé. Pendant un instant, ni l'une ni l'autre ne le remarquèrent. Puis Clara tourna légèrement la tête et se figea. La couleur quitta son visage. « Monsieur Anlay » balbutia-t-elle, se redressant précipitamment. « Monsieur, je ne savais pas que vous étiez rentré si tôt. » Il ne répondit pas. Son regard passa d'elle à Zuri, dont les yeux trempés de larmes s'écarquillèrent de soulagement. Elle laissa échapper un sanglot et tenta de descendre du lit, ses petits pieds touchant le sol de manière hésitante. « Papa » cria-t-elle. Il s'avança et la prit dans ses bras. Son corps tremblait. Il la serra contre lui, et elle enfouit son visage dans sa poitrine. Alors seulement, il se tourna vers Clara. La pièce semblait s'être refroidie. « Qu'est-ce que » dit-il, la voix basse et tremblante, « viens-je de voir » Clara bafouilla. « Elle a été difficile, monsieur. » Elle jetait des choses, criait sans raison. « J'ai juste haussé le ton pour la calmer. » Zuri s'accrocha plus fort. « Je voulais juste t'appeler, » murmura-t-elle. Il baissa les yeux sur elle, puis les releva vers Clara. « Qui d'autre est dans la maison » Clara cligna des yeux. « Juste moi. J'ai demandé aux autres de partir pour que je puisse nettoyer en profondeur l'aile supérieure. »« Pratique, » dit-il. Silence. Puis il se tourna vers le couloir et appuya sur un bouton mural, l'interphone de sécurité privée. « Brent, » dit-il calmement, « venez dans la chambre de Zuri. Amenez une autre domestique avec vous. » Clara quitte les lieux immédiatement. « Monsieur » s'exclama Clara. Il ne la regarda plus. Zuri s'accrochait à son revers, toujours en pleurs. Il s'assit sur le lit,
la tenant contre sa poitrine, murmurant quelque chose qu'elle seule pouvait entendre. Les employés murmureraient plus tard que l'homme le plus riche du domaine avait les larmes aux yeux cet après-midi-là, en portant sa fille le long de la balustrade dorée. Mais personne ne revit jamais Clara dans cette maison. En cet instant, Jamal Hanley réalisa qu'il avait bâti un empire capable de protéger des milliers de personnes, mais qu'il avait laissé sa propre fille vulnérable dans sa propre chambre. Jamal ne dit pas un mot à Clara pendant que la sécurité l'escortait dehors. Il ne cria pas, ne haussa pas le ton. Il n'en avait pas besoin. Son regard parlait pour lui, et elle le savait. Mais une fois la porte de la chambre fermée, une fois le couloir vidé et le silence revenu, le poids de ce qui venait de se passer frappa Jamal comme une vague. Zuri était assise sur ses genoux, la tête posée sur son épaule. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle était silencieuse, non pas parce qu'elle était calme, mais parce qu'elle était épuisée, effrayée, petite. Il la serra plus fort. « Je suis tellement désolé, murmura-t-il, la gorge nouée. J'aurais dû être là. J'aurais dû le voir. » Elle ne répondit pas, ses doigts agrippés au col de sa chemise comme une enfant terrifiée à l'idée de lâcher prise. Il essuya doucement son visage. « Tu n'as plus à avoir peur, tu m'entends ?» Zuri murmura enfin, « Elle a dit que tu ne me croirais pas. Que si je parlais, tu me renverrais. » La poitrine de Jamal se serra, son cœur se brisa. « Je ne te renverrai jamais, » dit-il, la voix basse et brisée. « Tu es ma fille, Zuri. Pour toujours. » Ses lèvres tremblèrent. Elle a dit que je n'avais pas ma place ici. Il ferma les yeux, retenant la brûlure derrière ses paupières. « Tu as plus ta place ici que quiconque, » dit-il. « Tu es ici parce que je t'ai choisi. Parce que je t'aime. » Le lendemain matin, le personnel revint et trouva Jamal déjà debout depuis des heures. Il rencontra chaque employé en personne. Il ne cria pas, n'accusa personne directement, mais il fut clair. Quiconque voyait, entendait ou soupçonnait un mauvais traitement et restait silencieux ne travaillerait plus chez lui. 2 personnes démissionnèrent ce jour-là. 3 autres s'excusèrent en pleurant. Mais Jamal n'en avait pas fini. Il mit en place une nouvelle rotation du personnel, garantissant que 2 adultes soient toujours assignés à Zuri, mais pas seulement des domestiques, des éducateurs, une thérapeute diplômée nommée Angela, qui avait travaillé avec des enfants issus de foyers d'accueil marqués par des traumatismes et qui venait avec d'excellentes références. Plus important encore, il changea lui-même. Il annula ses 2 prochains voyages d'affaires, libéra ses week-ends. Il commença à aller chercher Zuri lui-même après ses cours de l'après-midi, parfois juste pour lui tenir la main en revenant du jardin. Il ne chercha pas à tout réparer en une nuit, mais il fut présent, encore et encore. Une nuit, des semaines plus tard, Jamal borda Zuri dans son lit. Les blessures invisibles de la fillette s'étaient quelque peu estompées. Elle riait un peu plus, posait plus de questions. Elle serrait toujours son lapin en peluche, mais désormais, elle dormait avec la lumière éteinte. En remontant la couverture jusqu'à son menton, elle le regarda et demanda doucement, « Tu ne vas plus partir, hein ?» Il se pencha, embrassa son front. « Pas sans que tu viennes avec moi, » dit-il avec un sourire. « Marché conclu ?» Elle hocha la tête. Alors qu'il atteignait la porte, sa voix l'arrêta. « Papa ?»« Oui, ma chérie. Merci de m'avoir entendu. » Sa main s'attarda sur l'interrupteur. Il ne l'éteignit pas. Au lieu de cela, il revint s'asseoir à côté d'elle et murmura, « Je t'entendrai toujours, même quand tu ne parles pas. » La maison restait grandiose, les murs dorés scintillaient toujours. Mais ce qu'il y avait de plus précieux à l'intérieur n'était plus les lustres ou les meubles sculptés à la main. C'était un père qui avait enfin compris ce que signifiait protéger, non seulement en pourvoyant, mais en étant présent, en écoutant. Et une fille qui, malgré tout, croyait enfin qu'elle était chez elle.